Bonjour et bienvenue sur Médien TV. L'Union africaine tient aujourd'hui et demain un double sommet extraordinaire à Malabo, en Guinée équatoriale. L'un est dédié aux questions humanitaires et économiques, alors que le second porte sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique. Ce grand rassemblement des chefs d'État est marqué toutefois par les absences de plusieurs d'entre eux, dont le Congolais Félix Tshisekedi, en raison de la situation sécuritaire dans son pays. Autre absent de taille, le président en exercice de l'Union africaine lui-même, le chef de l'État sénégalais Macky Sall, rentré précipitamment au Sénégal suite à la mort de 11 bébés dans un hôpital du pays. Sur les enjeux de ce double sommet extraordinaire, nous recevons l'économiste et directeur du think tank Wati, Gilles Yabi, en direct avec nous depuis Dakar. Bonjour Gilles Yabi. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, vous suivez très bien les évolutions des questions à la fois liées aux aspects politiques, de démocratie, mais aussi économiques sur le continent. Si on pouvait savoir les enjeux de ce sommet, quels sont-ils? Merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Les enjeux, je crois que vous avez décrit le double sommet, les questions humanitaires et économiques, et je dirais dans le contexte de la crise liée au conflit en Ukraine. Je rappelle qu'avant cette crise, on avait déjà eu la pandémie de Covid-19 qui a eu des bouleversements, a provoqué des bouleversements économiques très importants et fragilisé l'ensemble des régions du monde, y compris le continent africain. Là, on est en face d'une nouvelle crise, cette fois-ci géopolitique, qui a également des implications très importantes pour toutes les régions du monde et là encore pour le continent africain, notamment en raison de la hausse des prix. Donc, il y a une préoccupation économique et donc, en fait, sociale et politique majeure. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on a notamment une hausse des prix, on a potentiellement des crises économiques, mais aussi des crises sociales et je dirais quasiment inévitablement des risques également de crise politique lorsque les populations sont en grande difficulté. Donc il y a cette question qui est très importante, qui est urgente, puisqu'il faut faire face très rapidement à cette crise, disons, liée au conflit en Ukraine. Le deuxième volet, c'est un peu le cœur de la deuxième rencontre, c'est autour des questions de sécurité, de terrorisme et des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Je pense que le fait de lier les deux, sécurité et changement anticonstitutionnel de gouvernement, est intéressant. Ça montre en tout cas que les chefs d'État ont accepté de discuter de l'effet de la gouvernance et je dirais de la mauvaise gouvernance sur la survenue des coups d'État et le retour un peu des coups d'État dans un certain nombre de pays africains. Je pense que c'est important qu'il y ait cette discussion aujourd'hui. Alors, vous nous dressez là le tableau de façon globale. On va y aller point par point. Commençons par, disons, le sommet le plus consensuel, à savoir celui qui va parler des questions économiques. Et là, ce qu'on attend, c'est une réponse africaine à ces doubles défis, il faut le dire, Covid plus crise ukrainienne. L'Afrique est toujours victime, même si l'Afrique n'est pas vraiment un acteur de taille dans tout cela. Selon vous aujourd'hui, et vous suivez très bien cette situation économique sur le continent, selon vous, quelle doit être la réponse de l'Union africaine face à cette situation qui contribue à la paupérisation de davantage de couches populaires en Afrique? Alors, je crois que la question n'est pas aussi simple peut-être qu'on peut le penser. On est dans le cadre aujourd'hui d'un conflit qui s'inscrit dans la durée. Et je crois que le premier élément, c'est cet élément politique. Il faut que l'Union africaine elle-même s'intéresse au conflit en cours en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, parce qu'il faut anticiper tout de suite la durée de ce conflit et l'ampleur de ses implications. Pour l'instant, on a déjà
les impacts immédiats, les impacts à court terme, mais je crois que ce conflit va avoir des impacts à moyen terme également et qu'il faut aussi essayer d'anticiper la manière dont les pays directement concernés et ceux qui sont tout autour, notamment l'Europe, sortiront de ce conflit. Ces éléments sont extrêmement importants parce que ce qui nous manque souvent sur le continent, c'est l'anticipation. Donc, il ne faut pas simplement aujourd'hui réagir à la crise immédiate, il faut aussi anticiper, disons, les impacts qui ne sont peut-être pas aussi évidents que ça tout de suite. Deuxième élément, intervenir, essayer d'apporter quelque chose aussi aux tentatives de médiation. Et c'est vrai que le président Macky Sall, qui est le président en exercice de l'Union africaine, a reçu le chancelier allemand récemment et, disons, s'est engagé aussi à jouer un rôle dans la recherche de solutions politiques au conflit en cours. Je crois que cela est important parce que ça permet aussi au continent africain d'être au moins au courant de ce qui se joue et c'est très important pour pouvoir anticiper. Sur le plan économique, strictement, à nouveau, je pense que l'urgence, c'est de réduire les risques de crise alimentaire. On avait déjà beaucoup d'éléments dans plusieurs régions du continent qui poussaient à des crises alimentaires qui pourraient être très graves, avant même l'impact de la crise en Ukraine. Mais je crois que ça, c'est vraiment urgent parce qu'on parle de quelque chose d'imminent. Dans la région du Sahel, par exemple, on parle des prochains mois. Et donc là, il faut sans doute surtout faire appel à la solidarité aussi africaine pour que lorsqu'on a ce type de choc, on soit conscient que la première réponse, c'est la solidarité entre pays africains, puisque tous les pays ne sont pas tout à fait sur le même pied d'égalité face à ces crises, y compris dans la production alimentaire, par exemple. Donc je crois que l'enceinte de l'Union africaine doit être avant tout une enceinte aussi de solidarité entre les pays africains, de partage d'expériences et de recherche d'abord de solutions au sein du continent africain à des problèmes qui sont les plus aigus dans certains pays africains. Alors, Djily Yaby, on sait que l'Union africaine ne manque pas de grands projets. Là, ce sont entre guillemets, des questions conjoncturelles. Pensez-vous réellement que malgré ces sommets extraordinaires, en tout cas ne serait-ce que sur le plan économique, qu'il peut y avoir un mouvement d'ensemble coordonné par l'Union africaine? Est-ce que ce n'est pas finalement des réponses, je ne dirais pas individuelles, mais des réponses nationales de chaque pays qui risquent d'être privilégiées à une action globale? Oui, je crois qu'il faut être réaliste. Moi, je pense qu'il faut toujours regarder les réalités en face et regarder effectivement le fait que sur un certain nombre de sujets, qu'ils soient économiques ou d'ailleurs politiques et sécuritaires, il y a quand même d'abord des réponses nationales qui sont les plus urgentes et surtout les réponses qui sont globales au niveau notamment de l'Union africaine. À un moment donné, elles doivent être mises en œuvre sur le terrain. Et donc, ça appelle à un moment donné toujours, disons, ça en appelle à la volonté politique de l'État membre qui est concerné et à sa capacité de mise en œuvre. Je pense aussi qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait un train de réforme au niveau de l'Union africaine, impulsé notamment lorsque le président Kagame du Rwanda était président en exercice, et qui consistait justement à dire, au fond, l'Union africaine en fait peut-être trop, il faut qu'elle se concentre sur un certain nombre de dossiers qui sont les plus stratégiques. Et ça, moi, j'y crois fortement. Je crois qu'on est dans un continent où nous avons d'immenses défis, où nous avons des ressources qui sont limitées, y compris des ressources humaines par rapport à l'ampleur de ces défis. Et je crois que dans ce contexte-là, nous devons être extrêmement réalistes et donc faire jouer à l'Union africaine un rôle réellement stratégique sur des questions globales, sur des questions sur lesquelles l'Afrique doit avoir une seule voix. La question des matières premières, la question du positionnement par rapport à des crises globales, le positionnement politique notamment, et l'impulsion que l'Union africaine peut donner pour que les États membres réorientent notamment leur politique dans le sens de cette fameuse souveraineté économique. Donc l'Union africaine peut servir de voie qui donne de l'impulsion, mais fondamentalement, il y a beaucoup de réponses qui sont de l'ordre d'abord de la volonté politique des gouvernements. Et si on prend simplement aujourd'hui l'effet de la crise en Ukraine sur les prix, prenons le prix du blé, pourquoi est-ce qu'il faut attendre 20-30 ans
pour comprendre que nous avons des céréales locales et qu'il faut stimuler la production de pain à base de céréales locales pour réduire considérablement les dépendances par rapport au blé qui est importé massivement d'Ukraine et de Russie. C'est un seul exemple, mais évidemment, on peut le multiplier, on peut le dire la même chose sur les engrais. On voit aujourd'hui qu'un risque majeur, en réalité, c'est aussi celui lié aux engrais, puisque si on n'a pas les engrais qui sont généralement importés de ces pays-là, ce sont les campagnes agricoles à venir qui seront sévèrement affectées. Donc, il faut être très sérieux sur ça. Il y a des pays qui ont fait des progrès. Essayons de faire en sorte que tous les pays aient une approche beaucoup plus stratégique, identifient les dépendances les plus graves et essayent de les corriger dans le temps. Mais l'Union africaine, je n'y crois pas, disons, comme étant l'élément majeur dans la réponse à ce type de problème. Elle peut essentiellement donner une indication, donner une orientation. Et je crois qu'il faut qu'une institution comme la Banque africaine de développement, qui est aussi, qui avait la réunion de ses assemblées annuelles à Accra, je pense qu'une institution comme celle-là, elle a réellement le mandat d'accompagner les pays dans des politiques économiques et des politiques industrielles beaucoup plus agressives, je dirais, dans le bon sens du terme. Alors, Gilles Yaby, on va évoquer le second sommet qui paraît être beaucoup plus compliqué. Il porte sur donc, les changements, sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de régime en Afrique. Et à ce propos, je cite le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, qui dit quant au changement anticonstitutionnel de gouvernement, je cite, c'est un fléau récent, mais heureusement encore très localisé sur le continent. Ils viennent marquer un recul des processus démocratiques engagés dans de nombreux pays depuis une trentaine d'années. À ce propos, pensez-vous réellement qu'il peut y avoir entente entre les différents chefs d'État? Et puis encore, si entente il y a, est-ce que vraiment la sincère volonté politique est là pour respecter ce qui sera dit à Malabo? Vaste question, je n'y crois pas nécessairement. Je crois qu'il faut regarder quasiment une à une chacune des régions du continent et essayer de décrypter les tendances politiques en cours. C'est vrai qu'il y a eu des coups d'État dans un nombre assez limité de pays, mais c'est assez frappant parce que cela arrive notamment dans une région en particulier ouest africaine qui était considérée peut-être comme étant la plus avancée dans l'affirmation des principes démocratiques, comme étant des principes de convergence constitutionnelle au sein de cet espace. Mais lorsque vous regardez, par exemple, l'Afrique centrale, puisque ce sommet se déroule à Malabo, je pense que la réalité, c'est que c'est un de ces pays où on a en place quand même des chefs d'État depuis plusieurs décennies, et il y a beaucoup d'autres cas en Afrique centrale, où on a l'impression qu'on n'en est pas encore en réalité au moment de la transition démocratique, et ces transitions démocratiques qui vont finir par arriver risquent, à mon avis, d'avoir des impacts très importants, et il y a des risques réels que ces transitions politiques également créent des risques de violence importants. Je crois qu'il ne faut pas l'écarter. Et lorsqu'on regarde bien les dynamiques dans d'autres régions du continent, on n'est pas totalement rassuré sur l'évolution dans le sens de la démocratie. Le risque aussi important, c'est que lorsque vous avez des situations sécuritaires qui se dégradent, notamment le terrorisme, mais pas seulement, vous avez aussi généralement des conditions politiques qui sont vite réunies pour une remise en cause, au fond, de ce qui pourrait ressembler à des acquis démocratiques, et c'est ce qu'on observe dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. Donc, question complexe. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien entre la gouvernance, le rapport entre les gouvernants et les citoyens et la question de la démocratie. Je crois que l'enjeu, ce n'est pas pour moi seulement éviter les changements anticonstitutionnels du gouvernement. L'enjeu, c'est de changer fondamentalement le contenu commun dans la démocratie et l'aborder comme un changement du rapport entre les gouvernants et les gouvernés, et une lutte acharnée contre tout ce qui est finalement enrichissement illicite et mépris de l'intérêt général. Alors, on sait que les changements, en tout cas anticonstitutionnels de régime, touchent à la fois au coup d'État et autres, mais beaucoup aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pointent du doigt l'absence, en tout cas, de respect ou le manque de respect des dispositions constitutionnelles ou bien même des changements de constitution. À ce propos-là, pensez-vous réellement que l'Union africaine aujourd'hui dispose de suffisamment
de pouvoir, qu'on lui a cédé une bonne partie, suffisamment de souveraineté pour pouvoir statuer réellement sur ces questions-là? Alors, je dirais quand même que l'Union africaine s'est dotée d'une charte sur la démocratie, la bonne gouvernance, et c'est un texte qui est très avancé dans l'affirmation justement de ces principes qui, de fait, donc, doivent s'appliquer à l'ensemble des pays membres de l'organisation. Ça, c'est un élément important parce qu'il faut toujours pouvoir se reposer sur un protocole pour pouvoir agir ensuite. Mais ça ne veut pas dire que l'action et l'adhésion réelle à ces principes, évidemment, que l'Union africaine sera en mesure de le mettre en œuvre. Mais on voit, il y a quand même une volonté. Il y a eu une réunion à Accra récemment, il y a quelques semaines, qui visait justement à avoir une déclaration d'Accra qui réaffirme ce besoin de continuer à consolider la démocratie et qui fait le lien entre notamment les changements anticonstitutionnels ou le maintien au pouvoir par des voies anticonstitutionnelles, c'est-à-dire les manipulations de constitution pour rester au pouvoir, ce qu'on a pu voir en Guinée par exemple, et en Côte d'Ivoire, qui me fait le lien entre cela et les coups d'État. Je crois que c'est bien. Ça veut dire que l'Union africaine reste, au niveau en tout cas de la Commission, engagée dans la défense de ces valeurs démocratiques. Mais à nouveau, au niveau de la mise en œuvre, on a le même problème au fond qu'au niveau des organisations régionales. Lorsqu'on parle souvent de défaillance de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, c'est la même chose. Il faut toujours rappeler que la CEDEAO, elle agit toujours aussi en fonction des positions des chefs d'État des pays membres. Je ne pense pas que ça change rapidement. Dans toutes les institutions régionales, vous avez un poids très important des pays membres. À l'Union africaine, vous avez plus de 50 États, donc c'est encore beaucoup plus complexe d'espérer, disons, une forme d'adhésion réelle politique de ceux qui prennent les décisions au plus haut niveau à ce qui peut être proposé par la Commission. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, la question de la mobilisation citoyenne pour faire changer les orientations politiques au sein des États membres, elle est extrêmement importante et les organisations régionales peuvent servir essentiellement de guide, de direction dont se servent ensuite les citoyens pour défendre à l'intérieur de chaque pays les valeurs démocratiques. Merci à vous, Gilles Yabi. Je rappelle que vous êtes économiste et directeur du think tank Wachi. Donc, en Afrique de l'Ouest, vous étiez en direct avec nous depuis Dakar. Bonne journée à vous, Gilles Yabi. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.